À partir du moment où la tête abatteuse touche un arbre, j'entre en grève de la faim. À partir du moment où la machine touche un seul arbre. Toutes les chaînes de télé se méfient de l'investigation. Dans les groupes privés, comme celui de Vincent Bolloré, on l'a tué depuis longtemps. Dans l'audiovisuel public, dont le budget dépend désormais du gouvernement, on réfléchit à 2 fois avant d'égratigner l'exécutif. Pour financer notre nouvelle série d'enquêtes indépendantes qui vont questionner les pouvoirs politiques et économiques, il ne nous reste plus qu'une seule solution, faire appel à vous. C'est l'histoire d'une guerre cachée, une guerre qui a commencé aux confins de la forêt amazonienne. En Guyane française, le peuple amérindien Kalina se bat depuis 4 ans contre la déforestation de 140 hectares. Au mépris du droit de ce peuple premier, le fonds d'investissement français Meridiam finance le plus grand projet au monde de centrales électriques photovoltaïques stockant l'énergie grâce à l'hydrogène. Une 60aine de gendarmes protègent les pelleteuses de ce projet privé. Je serai enterré ici, mais rentre dans cette terre-là. Ces gens-là, je les respecte, quoi. Je trouve qu'ils ont une culture qui sont pas destructeurs. On appelle ça des projets verts, là. C'est du projet vert de mettre des panneaux photovoltaïques dans une forêt. Il y a rien de vert, là, en fait. Il est où, le vert, là? Le vert, il est par terre. Arboriste grimpeur venu du Tarn, Thomas Braille aide les Amérindiens à médiatiser leur combat. Il a créé, il y a 4 ans, le groupe national de surveillance des arbres. Au même moment, depuis l'Afrique, Emmanuel Macron affirme vouloir protéger les forêts primaires. Bonjour, voilà, on est en ce moment même dans la réserve Raponda Walker, au Gabon, avant d'ouvrir le One Forest Summit. Donc si on a décidé il y a plusieurs mois de lancer ce sommet pour préserver ces forêts, c'est en raison de l'enjeu même de ces forêts primaires et des tourbières, des mangroves, de tout ce qui constitue cet écosystème qu'on a en Amazonie, en Afrique, en Asie. Et on a des trésors de biodiversité qu'il faut protéger. Je tenais juste à rappeler à Monsieur le Président de la République qu'on ne peut toujours pas faire des grands discours sur les forêts et ensuite voir des projets industriels qui détruisent la forêt. Donc réunion de crise obligatoire. La réunion n'aura jamais lieu. Dans le Tarn, terre natale de Thomas Braille, des arbres sont aussi en danger. Cette fois, c'est une autoroute payante, l'A69, qui doit être construite en parallèle d'une nationale. Ça a mis des millénaires à se constituer, c'est la terre. C'est ce qu'il y a de plus précieux, quoi. Et tu déroules un tapis bitumineux dessus, en espace de rien de temps, tu bousilles tout, et après il faut à nouveau des millénaires pour que ça se reconstitue, et ça, on n'a plus le temps, quoi. Sur 53 km entre Toulouse et Castres, des investisseurs privés veulent construire l'une des autoroutes les plus chères de France, en s'appropriant les tronçons les plus rapides de la nationale. 400 hectares de terres agricoles détruites, 1 millier d'arbres à couper, pour 17 € l'aller-retour, 40 pour les camions. Un projet à 500 millions d'euros. Ceux qui pourront se payer le péage gagneront 12 minutes, les autres devront faire des détours par de petites routes et donc perdront du temps. Ce rêve autoroutier remonte aux années 90, époque où le réchauffement climatique et l'autonomie alimentaire n'étaient pas encore perçus comme des problèmes cruciaux. On perd ces terres fertiles, parce qu'ici c'est vraiment des bonnes terres, quoi. Dans le Tarn, on est en fond de vallée, là. Clairement, bon, aujourd'hui on a 50 ans, bientôt on a des enfants. C'est clair que tout ça c'est plus gérable, c'est plus possible, quoi. Autre argument des opposants, l'autoroute sera difficile à rentabiliser, car ne passe ici que 6 000 voitures par jour, 3 fois moins que sur la moyenne des autoroutes françaises. Et donc là, je te laisse apprécier le nombre de personnes qu'il y a, hein, tu vois, c'est 17h47, bientôt 18h. Voilà le trafic routier sur cette nationale, quoi. Moi j'ai toujours tendance à dire que les arbres, en fait, c'est les cheveux de la planète.
Et que c'est un petit peu comme l'homme, hein. Quelqu'un qui est chauve, on lui dit, on lui préconise plutôt de porter une casquette parce qu'on peut attraper des cancers de la tête. Eh bien, vous rasez les forêts, eh bien, vous attrapez la planète, elle est en train d'attraper un gros cancer, quoi. Déjà d'une parce qu'il fait de plus en plus chaud et parce qu'on a un déficit d'arbres sur la planète et que ça s'accentue de plus en plus, quoi. En ce printemps 2023, malgré l'opposition de nombreux habitants, le préfet de Haute-Garonne vient d'autoriser le démarrage des travaux dans le secteur de Vendines. Redoutant qu'un alignement de platanes soit abattu, Thomas Braille s'y installe dans l'espoir de bloquer les travaux. Bonjour, il est 7h du matin, je me trouve entre Castres et Toulouse sur la route de Vendines où vous voyez tous ces alignements de platanes vont disparaître. Pour ce projet autoroutier de l'A69 qui est un projet totalement désastreux. Il faut savoir qu'il y a 90% d'avis défavorables sur l'enquête environnementale et que personne n'en a tenu compte. Donc, messieurs les deux préfets du Tarn et de la Haute-Garonne, je vous invite à nouveau à rentrer dans le dialogue avec les associations. Je suis là aussi parce qu'il y a une action juridique en cours et qu'on attend de voir ce que ces arbres vont devenir parce qu'ensuite, une fois qu'ils sont coupés, eh bien, c'est trop tard. Voilà, donc il est à peu près 9h30. Donc, les forces de l'ordre là sont en bas. Ils sont en train de réfléchir à comment ils vont pouvoir me faire descendre. Et voilà, il y a un sérieux cordon de gendarmerie, quoi. Je ne sais pas combien il y a de camions. Voilà, vidéo de fin de journée. Donc, on est tous épuisés. Donc, toujours les forces de l'ordre sont là-bas en train de bloquer les militants. Voilà, je suis complètement isolé, du coup. Oh, c'est normal, ils cherchent à vouloir me faire descendre. Donc, demain, normalement, tous les arbres là qui sont ici, qui sont marqués en bas, là, ces magnifiques arbres, là, eh bien, ils sont coupés, ils sont abattus. Voilà, c'est demain l'abattage. Donc, je tiens à prévenir aussi les forces de l'ordre et messieurs les préfets, monsieur le préfet de la Haute-Garonne surtout, puisque je suis en Haute-Garonne, que si jamais on vient à toucher un seul arbre, si la tête abatteuse ou les tronçonneuses ou quoi que ce soit viennent à toucher un seul arbre, je ferai le même procédé que comme si on doit me déloger. C'est-à-dire, je vais être obligé de monter en cime là-haut et ça va être très très dangereux et je ne serai pas en sécurité. C'est une vraie catastrophe, quoi. Un projet totalement écocide, cette autoroute, quoi. Alors qu'il y a un référé qui est posé, on n'a même pas le courage d'attendre, de voir ce que ça va dire. On coupe. En principe, il est interdit de couper des arbres d'alignement sans dérogation préfectorale. Ce jour-là, bien qu'Atosca, le concessionnaire de l'autoroute, n'ait pas demandé cette dérogation, le préfet a dépêché des gendarmes pour protéger la batteuse. Voilà, il y a une grosse action là. Voilà, ils viennent de grimper sur la machine qui coupe les arbres là. Te mets pas en danger, hein. Te mets pas en danger, hein. Énorme. Bah alors là, chapeau quoi. Voilà, on empêche la presse de passer quoi aussi. Bravo. Voilà. On empêche la presse de filmer en bas quoi. Donc là, on ne sait pas trop ce qui se passe et les forces de l'ordre rentrent. Voilà, elles sont toutes là, elles sont en train de plier bagages. La machine qui était la tête abatteuse ce matin, qui était là, qui travaillait, eh bien, elle est partie sur le porte-char. Donc on n'a pas plus de nouvelles. Une plainte a été déposée pour mise en danger d'une personne, la mienne notamment, puisque la machine a travaillé très proche de moi. Elle a même touché des branches à des moments, ça a fait bouger l'arbre. Donc voilà, on est un peu dans l'expectative. En tout cas, pour l'heure, c'est une petite victoire. Tout le monde s'en va. Voilà, les manifestants reviennent après 2 jours de blocage. Voilà, je vous laisse voir tous les manifestants qui sont là-bas au fond, là. Voilà, eh bien, je sais pas, mais en tout cas, on a une bonne étoile. Craignant d'être condamné par la justice, Atosca suspend finalement les travaux de l'autoroute jusqu'au 31 août, fin de la période de nidification. Un mois plus tard, Atosca ressort ses bulldozers.
Cette fois-ci pour détruire le potager du camping des Platanes, base arrière des opposants à la 69. Donc je suis ici pourquoi? Parce que vous avez des arbres d'alignement ici. On est à peu près à 2 mètres des arbres. Et là, il allait planter, je vous le montre clairement ce qu'il allait faire. Voilà, je vous montre l'ampleur du godet. Ça allait être planté juste derrière ici au niveau du système racinaire. D'accord? Donc ces arbres-là sont protégés par un article de loi qui est le L350-3 du Code de l'environnement, qui interdit de porter atteinte aux alignements d'arbres. Là, le système racinaire de ces arbres, c'est pas compliqué. Voilà, il est ici. Donc la tranchée s'arrête ici. Puisque c'est 1,5 fois le houppier, hein, on est bien d'accord? Donc là, on ne sait pas comment ça va se finir, les forces de l'ordre sont là, j'ai négocié avec eux. Ouais, allez, on y va. Vous allez voir l'avocat non, médecin, je vais très bien, vous inquiétez pas. Ça s'est terminé par une garde à vue. Après, comme je dis, moi j'ai rien contre les gendarmes. C'est pas eux les responsables c'est les donneurs d'ordre. Et donc là, la garde à vue, elle a duré le temps qu'elle a duré. Après, moi je prends ça avec beaucoup de philosophie, hein, parce que ces 24 heures, ça m'a permis de me reposer, de ne pas être sollicité par mon téléphone portable. Et donc, moi voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur aujourd'hui. La peur, elle nous sclérose, elle nous oblige à rester, à ne pas dépenser, à ne pas se surpasser. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, il faut se surpasser tous les jours, quoi. Suite à sa garde à vue, Thomas risque 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Il a rendez-vous chez son avocate toulousaine. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de faire un point, d'accord, sur la procédure. Placement en garde à vue. Donc toi, tu as été mis en garde à vue le 24 mai. C'est ça. Par la brigade de Saint-Orens pour des faits d'opposition par voie de fait à l'exécution de travaux publics sur la commune de Vendines. D'accord? Donc ça, c'est le 24 mai. Mais ils évoquent quand même aussi les éléments qui se sont passés le 22 mars. Eh oui. Dans le cas de la flagrance, opposition aux travaux sur la commune de Vendines. Il a été constaté ce jour-là que le dénommé Thomas Braille s'est positionné dans un platane qui était prévu d'être abattu par la société Guintoli, groupe NGE. Par son action, il a empêché l'abattage de cet arbre et donc, à minima, causé un retard dans l'exécution des travaux. Donc ça, ils ont rajouté ça dans la procédure. Et donc, j'imagine qu'ils t'ont posé des questions sur ces faits-là aussi. Oui. D'ailleurs, il faut qu'on se réserve le droit de porter plainte pour atteinte à ma vie, hein, tout simplement, puisqu'ils ont abattu des arbres avec une machine où il faut 75 mètres, je crois, de débattement au niveau des personnels pour le travail, quoi. Et les machines, elles étaient à 10 mètres. Elle a travaillé à 10 mètres. Elles ont abattu les arbres à côté. Ouais. Elles ont élagué aussi les... Est-ce qu'elles ont coupé toutes les branches ? Non, en fait, elles ont ébranché, mais bon, les branchages qu'ils ont descendus, ils faisaient bien 10-12 mètres de hauteur, quoi. Donc s'il y en avait un qui était mal pincé par la machine, il aurait très bien pu me venir dessus, quoi. Il y avait du coup plein de gendarmes à ce moment-là. Ah ben, carrément. Non, mais ils ont mis tout le monde en danger. Ils m'ont mis moi en danger et les forces de l'ordre. Ouais. Qui protégeaient la machine. Ils étaient au pied, je veux dire, ils auraient pu prendre une branche sur la tête, quoi. On est sur l'autorisation d'abattre des arbres qui sont sur des arbres d'alignement, d'accord, et qui doivent nécessiter une dérogation spéciale, puisque justement on est sur l'application de cet article spécifique, comme tu dis, 350-3 du Code de l'environnement, où là, dès lors en fait que ça porte atteinte à des espèces protégées, qu'il s'agit d'arbres d'alignement, il faut qu'il y ait une dérogation spéciale et une autorisation spéciale. Signée par le préfet. Et cette autorisation, il ne l'avait pas. Donc on peut jouer là-dessus. Voilà, donc on va jouer là-dessus. Sur la période du 22 mars... je risque absolument rien. Alors, le procureur peut considérer que il va quand même te poursuivre et ça sera au tribunal de décider si oui ou non, en fait, l'infraction est constituée. Tu vois ? Donc, on peut se retrouver avec quand même une poursuite pour ces faits-là. Et ça sera le tribunal, en fait, qui décidera de relaxer ou pas. Pour la période du 24 mai... On est sur la même problématique. Toi, tu dis... Il n'y a pas d'autorisation. Je me suis pas opposée à la destruction du terrain où il y avait le camping et où il y avait... Non, tu t'es opposé parce qu'ils allaient... À la destruction du système. Et on a des photos à l'appui. Vous leur avez demandé ? Dans quel cadre ils intervenaient ? Ah non, mais là, je pense qu'ils sont venus parce qu'on a fait du bruit le dimanche, on a planté le jardin et tout. Il y a vraiment... Vendines, c'est leur bête noire. Donc, je pense que c'est une dégradation volontaire pour dire, voilà, on est là, quoi.
Ok. Tu vois? Et c'était quelle entreprise qui était venue détruire Ouais, c'est NGE, je crois. D'accord. Donc ils ont détruit le camping Le et potager. le potager, ok. Ouais, c'est ça, d'accord. Ouais, ils avaient peur qu'une ZAD se crée, quoi. À ce stade de notre enquête, nous contactons le directeur général d'Atosca, le concessionnaire de l'A69. Bête noire des opposants à l'autoroute, Martial Gerlinger nous fait savoir que son agenda est trop chargé pour nous parler. J'ai l'autorisation de M. Gerlinger pour tourner avec une journaliste. Hein. Le maire de Mazamet, en revanche, accepte de nous voir. Patron de plusieurs sociétés, il aimerait gagner du temps pour ses rendez-vous vers Toulouse et ne supporte donc pas l'idée que l'A69 puisse être remise en cause. Dans une entreprise privée, je peux vous garantir que 15 minutes aller-retour chaque jour, ça compte. Et dans une organisation où vous avez une enfilade de rendez-vous, des plannings extrêmement serrés à respecter, je peux vous garantir que c'est un critère qui est décisif. Est-ce qu'on sauvera quoi que ce soit en sacrifiant des territoires comme Castres-Mazamet qui ont besoin d'infrastructures? Si on arrive à me démontrer avec des unités de mesure fiables que 60 km de 2 fois de voie entre Castres et Toulouse, ça va changer quoi que ce soit à notre bilan carbone, je veux bien l'entendre. Mais je doute qu'on arrive à me le prouver avec des chiffres qui auront une valeur significative. J'y crois pas du tout. C'est même pas une goutte d'eau dans un océan. Oui. Je pense que le problème il est beaucoup plus vaste que celui de la 69 et que c'est un rapport à notre environnement, mais que ce rapport-là, s'il devient quasi religieux, quasi sectaire, parce que pour ceux qui développent aujourd'hui, certains en tout cas, qui développent ces arguments, on a un discours qui est quasi religieux. Moi, je ne suis pas dans le dogme ou dans des préceptes religieux, j'essaie d'être pragmatique. Oui, voilà. La différence est là, je pense. Depuis quelques années, les partisans de l'autoroute bénéficient du soutien constant d'Emmanuel Macron. C'est en 2018 que l'exécutif abandonne le projet de moderniser la nationale existante et fait le choix d'une autoroute privée entre Toulouse et Castres. À l'époque, la ministre en charge des Transports, Elisabeth Borne, porte le dossier. J'ai transmis le dossier pour la déclaration d'utilité publique au Conseil d'État il y a quelques jours et que cette déclaration d'utilité publique, elle sera signée au mois de juillet. Donc cette autoroute, elle doit permettre de continuer à développer l'emploi à Castres. Donc c'est une de mes priorités et je peux vous assurer qu'elle verra le jour. Puis en 2023, alors que la nationale n'est toujours pas saturée et que des alternatives existent, l'État décide que le projet de l'A69 serait indispensable pour raisons impératives d'intérêt public majeur. Une classification qui va permettre à Emmanuel Macron et Alexis Collère, traditionnellement favorables au lobby autoroutier, de court-circuiter la plupart des garanties environnementales existantes. Depuis plusieurs années, toutes les autorités indépendantes consultées s'étonnaient que ce projet puisse être défini comme une priorité nationale du gouvernement. Dès 2016, le commissariat général à l'investissement s'était montré très critique. Les hypothèses de modélisation qui sous-tendent les scénarios sont souvent assez simplificatrices ou insuffisamment adaptées au projet. Les gains de temps escomptés grâce au projet paraissent donc surestimés. En 2022, le Conseil national de protection de la nature rend un avis défavorable. Le CNPN ne considère pas les arguments invoqués comme suffisants pour constituer une raison impérative d'intérêt public majeur. Ce dossier s'inscrit en contradiction avec les engagements nationaux en matière de lutte contre le changement climatique, d'objectifs du zéro artificialisation nette et du zéro perte nette de biodiversité, ainsi qu'en matière de pouvoir d'achat. La même année, un rapport de l'autorité environnementale estime que ce projet routier, initié il y a plusieurs décennies, apparaît anachronique au regard des enjeux et ambitions actuelles de sobriété. Avec le respect qu'on doit à ces autorités, elles ont quand même tendance quasi systématiquement à émettre des avis défavorables. On peut observer peut-être sur le long terme effectivement qu'il y a clairement un réchauffement, qu'on a probablement des demi-saisons plus chaudes, qu'on a peut-être moins de précipitations que ce qu'on connaissait à une époque. L'être humain a une capacité à développer des solutions scientifiques, des solutions technologiques. De facto, on a commencé à s'adapter. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc moi, j'ai pas de peur, d'angoisse et je vais rassurer vos téléspectateurs, je ne pense pas que la planète s'écroule dans 3 matins. Non, elle a encore de très longues années à vivre. malgré tous ces avis négatifs, en mars 2023, les autorités délivrent à Atosca
une autorisation environnementale qui permet de sacrifier 1 millier d'arbres, des zones humides et l'habitat de 162 espèces protégées. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune protection forte de rien, en fait, sur rien, ni même sur les espaces boisés classés. On les déclasse pour faire des lotissements, des immeubles, pour aménager, faire des je sais pas trop quoi. Les zones Natura 2000, c'est pareil. Les parcs naturels et régionaux, c'est pareil. En fait, il n'y a rien, il n'y a vraiment aucune protection forte en France sur rien, en fait. Dans ses bras de fer avec les pouvoirs publics, Thomas Braille est souvent confronté à un double discours. Côté communication, Emmanuel Macron est très fort. Le 28 octobre 2022, par exemple, après que des incendies exceptionnels aient ravagé des milliers d'hectares tout l'été, le président fait une promesse. Notre cap, c'est de pouvoir replanter 1 milliard d'arbres en 10 ans. Ça veut dire renouveler 10% de notre forêt. C'est à peu près ça, ce que ça représente. C'est faisable. Et c'est même ce que nous devons faire. Mais dans les faits, depuis 2020, la politique française en matière d'arbres encourage les coupes rases, comme disent les professionnels. Les coupes rases, c'est ça. Chaque année, de plus en plus d'arbres sont abattus en France. 45 millions de mètres cubes de bois en 2017, 51 millions en 2022. Le plus étonnant, c'est que ces coupes rases sont encouragées par des subventions publiques. Dans le cadre d'un plan de relance de 100 milliards d'euros décidé suite au Covid, 200 millions sont affectés à l'industrie du bois. Spécialisée dans la protection des forêts, l'association Canopée a cherché à savoir comment étaient utilisées ces subventions. Nous, on a mené l'enquête à Canopée. Il y a des documents qu'on a récupérés qui ont fuité du ministère de l'Environnement. On est allé sur le terrain mener l'enquête un peu partout en France. Et on s'est rendu compte que 87% des projets financés par cette politique publique, en fait, c'était des coupes rases. Donc, des arbres ont bien été plantés, mais ils ont été plantés à un endroit où avant, il y avait déjà des forêts, il y avait déjà des arbres. Et les exemples que j'ai vus, par exemple en Auvergne, c'était des forêts justement mélangées, feuillues, etc., qui allaient très bien et qui ont été remplacées par des plantations vraiment en monoculture. Et donc c'est l'argent de nos impôts qui a servi à faire ces opérations-là. C'est ainsi que des exploitants forestiers subventionnés, comme Alliance Forêt-Bois, rasent des forêts naturelles pour les remplacer par des monocultures industrielles de résineux, plus rentables pour leur business. Cette industrialisation des forêts est dangereuse. D'abord parce qu'avec le réchauffement climatique, replanter devient de plus en plus difficile. En 2022, près de 40% des plantations d'arbres ont été ratées, le taux d'échec le plus élevé depuis 2007. Autre problème, les monocultures de résineux acidifient les sols et sont plus chaudes que les forêts de feuillus, de 0,5 à 1,8 degrés. Et puis surtout, raser les forêts, cela abîme la biodiversité. Quand tu passes avec des grandes machines sur le sol, tu le tasses, tu le détruis, tu libères du carbone qui est stocké dans le sol. La majorité du carbone en France, elle est stockée dans le sol forestier, pas dans les arbres. Tu détruis toute la biodiversité qui est sur place parce qu'il ne reste plus rien, il ne reste plus un arbre, donc les animaux n'ont plus d'habitat. Et derrière, tu replantes quelque chose qui va nécessairement être plus pauvre quand c'est une monoculture que quand c'était une forêt mélangée, diversifiée, variée, tout type d'animaux, de champignons, de plantes. Voilà. C'est un petit peu à l'image de comment fonctionne l'être humain. On prend tout, on pille et puis on passe à autre chose, mais ça marche pas, quoi. On est à un niveau de bascule aujourd'hui, on l'a dépassé, il fait trop chaud les étés, c'est trop caniculaire, ça repoussera plus, et puis ça repousse plus, c'est comme ça que se créent les déserts, quoi. Voilà. Retour à Vendines, où Thomas Braille et ses amis du camping des Platanes préparent un week-end de rassemblement avec les soulèvements de la terre. Depuis plusieurs années, ce mouvement de désobéissance civile lutte contre les méga-bassines qui privatisent l'eau pour l'agriculture intensive. Fin 2022, Gérald Darmanin les assimilait, eux et leur figure charismatique Julien Leguet, à des terroristes.
Je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Il y a des gens qui, fichés S, c'est-à-dire radicalisés pour les services de renseignement français, pour l'ultra-gauche, veulent manifestement le désordre et le chaos, et nous ne pouvons l'accepter. En avril 2023, après avoir sévèrement réprimé une manifestation contre la méga-bassine de Sainte-Soline, Gérald Darmanin va à nouveau diaboliser les écologistes. Le ministre de l'Intérieur fait la une du JDD avec une carte de France où Vendine est présentée comme une zone de contestation radicale et violente. La deuxième plus dangereuse derrière Sainte-Soline. Pour la première fois, Thomas Braille et ses écureuils sont ciblés par l'État. Les gens ont le droit de manifester, bien sûr, qu'on ait des projets d'autoroute, qu'on ait des projets de bassines, qu'on ait des projets d'aéroports, qu'on ait des projets de TGV. C'est pas le combat en soi qui est à condamner. Ce qui est à condamner, c'est le fait qu'on s'assoit sur le droit français. Voilà. Donc non, il n'y aura pas de ZAD dans le Tarn. Cette interview de Gérald Darmanin incite la presse à se rendre à Vendine. Même Pascal Praud, le très climato-sceptique animateur vedette de CNews, a dépêché une envoyée spéciale pour faire un direct perché avec Thomas Braille. Ouais. C'est bon? Allez, super. Voilà. C'est plus naturel aujourd'hui. C'est plus naturel, ouais. Là, tu fais comme si tu marchais, tu sais. Tu vois? Comme ça. C'est rien, c'est rien. Ah, c'est pas grave. Alors, après, tu enlèveras les pieds du truc ou tu te laisses porter. Attention, il arrive en mou. Ouais. Et regarde bien la caméra. Ah non, il y a une pub. Oui, alors je tenais à réagir. Je comprends pas, J'ai c'est entendu bizarre. un tout de suite, Ouais. vaguement, je me suis dit, attends, qu'est-ce que Voilà, on m'a coupé, voilà, tu vois, on m'a coupé. Là. Il y a la pub et après tu vas revenir. Ouais, ça avance. Ah ouais, c'est pas le plus grand écolo. Oui, mais j'ai vu ça. Mais tu vois, tu vas expliquer les trucs. Et Ouais. tout. C'est pas le plus grand écolo. Lui. Mais il est très regardé. Je vais lui dire, j'espère que je ne parle pas un climato-sceptique quand même. Tu peux, hein? Bon, attends, mais je vais me gêner. Ouais, tu vois. Je m'en fous, hein. On va faire la séquence de l'année sur Ça ta va être la chaîne. séquence de l'année. Il s'appelle comment, Jean-Pierre? Non, Pascal. Ah, c'est ce que je disais, Pascal. Ici, dans la région, les gens sont plutôt pacifistes, ils sont là pour défendre. Le souci, évidemment, c'est qu'on attend des manifestants. On redoute que certains éléments radicaux en profitent pour venir et que certains pensent à Sainte-Soline bis, mais on est pour le moment assez loin de Sainte-Soline. C'est intéressant parce que vous le dites vous-même, vous n'êtes pas un zadiste, vous n'êtes pas un militant, vous n'êtes pas un militant d'extrême gauche, vous êtes en plus, ça fait un mois que vous êtes sur votre arbre alors que vous bossez d'habitude, hein, vous êtes arboriste, hein, c'est bien cela. Donc vous-même, c'est du temps passé et perdu même pour cette cause-là. Oui, tout à fait. Après, j'aimerais qu'on arrête aussi de stigmatiser les zadistes. Hein. On met un petit peu tout le monde dans les boîtes, mais c'est grâce à ces personnes-là qu'on réussit à sauver des terres agricoles, qu'on réussit à empêcher des projets qui sont néfastes aujourd'hui pour l'environnement. Donc oui, moi, écoutez, moi je suis patron, c'est clair, j'ai une entreprise, elle fonctionne plus là depuis un mois, je perds de l'argent. Je ne peux pas payer les retraites de nos aînés, c'est regrettable. Mais non, mais pour vous dire que voilà, tout le monde peut s'y mettre, quoi. Et si on s'y met tous, le bateau a des fuites, eh bien écoutez, à tous on arrivera à réparer ce bateau, mais on est tous dans le même bateau. Donc si le bateau coule, eh bien on coulera tous ensemble, quoi. Voilà. Non, je voulais juste vous inviter la prochaine fois à grimper, à nous rejoindre, hein, et pour que on reprenne un petit peu conscience de la majestuosité des arbres, de l'importance de les sauver, parce que si j'échange aujourd'hui avec vous, c'est parce qu'il y a de l'oxygène qui rentre dans mes narines. Voilà, ne surtout pas oublier ça, et ça vient uniquement du végétal. Voilà. Je suis un technicien cordiste, c'est mon métier. C'est la première fois que je suis acteur d'un mouvement où on dit on n'est pas d'accord. Parce que le projet quand même, ce projet d'autoroute, c'est vraiment une aberration incroyable. Je trouve que l'arbre c'est un super sujet, l'arbre, parce que en tant qu'individu, c'est déjà quelque chose de magnifique, quoi. Il puise des oligo-éléments dans le sol, qui fait monter dans ses troncs, dans ses branches. C'est une véritable usine de transformation de tous ces éléments grâce aux rayons solaires. Il le transforme en sucre et il crée de la matière. En fait, on n'a pas fini de découvrir des trucs sur les arbres. Et puis, il est tout le temps là. Il y a des arbres sur Terre qui ont, je crois, le plus âgé, il a presque 5000 ans. Ça permet c'est un marqueur temporel, quoi. Ça permet de voir autrement qu'avec notre échelle à nous, quoi. Franchement, j'espère bien que des décisions politiques réfléchies vont être prises et
on n'aura pas à reprendre la lutte. Ça s'est déjà vu, donc ça serait bien. Et là, ça serait une super victoire. Alors là, David contre Goliath, quoi. Les écureuils ne se séparent jamais de ce tweet d'Elisabeth Borne. Il date de 2019, quand depuis le ministère de la Transition écologique, elle avait travaillé avec Thomas pour protéger les arbres. Allez, Elisabeth En cette fin avril, un week-end de mobilisation contre l'A69 est organisé par le collectif d'opposants La Voix est libre et les soulèvements de la terre. Il rassemble plus de 8000 personnes. De la part de tous ceux qui se sont battus pour la sauvegarde de la zone humide du Testé contre le barrage de Sivens, je remets le solde de ce qui reste des dons de la fête qui a eu lieu au cours de laquelle est mort Rémi Fraisse. Et je le remets à la lutte contre l'autoroute A69. Nous, l'envie qu'on a, c'est de couper l'herbe sous le pied de ce projet d'autoroute, car c'est la première pierre d'une spirale d'artificialisation. Derrière, ça va être des zones d'activité à chaque sortie de l'autoroute, ça va être des McDo, ça va être des plateformes logistiques pour Amazon. C'est le début de la fin. Cette autoroute, c'est l'autoroute du déni climatique bien sûr, mais du déni démocratique également. On est une coalition nationale, 49 collectifs de lutte contre des projets routiers partout en France. Parce qu'en fait, on est des territoires très différents, des collectifs très différents, des endroits avec des problématiques et des populations différentes. Et pourtant, nos projets, c'est tous les mêmes. Ce sont des projets qui sont faits pour le trafic de marchandises internationales longue distance. Et c'est un vaste système pour les camions, pour les entreprises privées, alors qu'on nous vend que c'est pour les habitants. C'est un mensonge. Le rapport du GIEC est sorti il y a environ un mois. C'est la fin d'un cycle de 8 ans de synthèse et d'évaluation qui est porté par 1000 scientifiques de toute nationalité. Sans réduction immédiate de nos émissions de gaz à effet de serre, sans réduction rapide, soutenue dans le temps et dans tous les secteurs, rester bien en dessous de 2 degrés de réchauffement sera hors de portée. Sur cette trajectoire-là, les nouveau-nés de 2020 seront confrontés en moyenne à 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de leur vie que leurs grands-parents. Tout retard supplémentaire vis-à-vis d'une action concertée et cohérente nous fera manquer la brève fenêtre d'opportunité que nous avons pour assurer un avenir viable. Ah ben, on pourrait faire une belle action. Regarde, ce que je vous propose, c'est l'arbre de Vendine. On le décore avec des écharpes tricolores de la République. Avec vos écharpes, on met vos noms dessus. Ça vous va? Ouais, voilà. que ce serait une bonne idée. Jusqu'en si on a... Ben oui, c'est une bonne idée. Faire un bel arbre enguirlandé avec, les trucs de la République, quoi. L'arbre de la République. Et il y a le tweet d'Elisabeth Borne en plus, donc c'est pratique. Le tweet d'Elisabeth Borne? Elle a fait un tweet il y a 4 ans. Ah oui, d'accord. Oui, en disant que le combat que je mène, il est juste. Et donc moi, je le mets dans les arbres, ce tweet. La constance d'Elisabeth Borne, c'est ça. Thomas Braille rencontre Julien Leguet, figure de la lutte contre les méga-bassines. Mon poteau, je te connais pas, mais je t'aime déjà. C'est cool ça. Alors? Bravo, trop bien. Ah, mais bravo à toi, ouais. Bah, tu rêves ou quoi? Attends, on est des dingues ou quoi? Non, c'est cool. Putain, je suis content de te rencontrer. Bah, pareil. Ouais. Putain, quelle galère dans laquelle on est, dis donc. Et t'es serein sur la suite là? Ah, toujours. Toujours. Ah non, moi je reste toujours positif et toujours serein. On est sur un chemin, on a quelque chose à faire dans notre vie, on le fait, point quoi. On a des enfants, t'as des gosses? C'est pas fini. Bon voilà, on est d'accord. Macron, il n'en a pas, hein, drôle. Hein? Macron, il n'a pas de drôle. Hein. Je sais pas, je le connais pas. Bah ouais, non. Ça change beaucoup. Le fait qu'il n'ait pas d'enfant? Oui. Je sais pas, j'en sais rien. Bah oui, enfin c'est sûr en tout cas que nous, on a quelque chose
à défendre, on doit leur donner un avenir meilleur. C'est sûr que si tu n'as peut-être pas d'enfant, ça y joue, hein, j'en sais rien. Quoi, mais, ça voit le désert. Ouais. Mais en fait, quand elle est en perdition, la jeunesse, il faut se méfier parce qu'elle est capable de tout. Si elle voit qu'elle n'a pas d'avenir et qu'elle ne voit pas le bout du tunnel, à 20 ans, ils ont de la sanquette. Hein. Ils sont capables d'envoyer du lourd. Et moi, je dis, il ne faut pas jouer avec la jeunesse. La jeunesse, tu la chéris, tu fais gaffe. Quoi. Tu vois, tu promets de belles choses. Je ne sais pas où tu en es, des surveillances, etc. Mais voilà, on a pu révéler qu'il y avait tout un tas de... Oui, bien sûr. Oui, moi, d'écoute, etc. Je pense que je suis écouté, j'ai même la certitude. Je pense. Après, je pense que je suis rentré dans un fichier S ou je sais pas quoi. C'est probable. Très certainement. Après, écoute... on n'empêche pas de vivre. Regarde, on est heureux. Voilà. Nous sommes tous des éco-terroristes. Nous sommes tous des éco-terroristes. Nous sommes tous des éco-terroristes. Remonte avec les maçons. Tous ensemble avec les maçons. Tous ensemble avec les maçons. On est au cœur de la manifestation. Donc on est sur la 2 fois 2 voies qui va être privatisée. Je vous laisse regarder le monde qu'il y a un petit peu ici. C'est assez impressionnant, on est sur un tracteur. Là. Voilà, et donc là, il va y avoir là-bas une course de bolide. C'est pour ça qu'il y a des balles de paille. Donc tout ça reste festif. Les forces de l'ordre sont beaucoup plus loin, on ne les voit pas. Merci, monsieur le préfet, d'avoir joué le jeu pour que la manifestation ne s'envenime pas. Voilà, moi je vous lance toujours un appel à vous rencontrer pour qu'on puisse échanger et pour que cette 2 fois 2 voies reste nationale et qu'elle reste gratuite, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonne journée. De fait, les meilleurs tronçons de la nationale vont être récupérés gratuitement par Atosca. 75 millions d'infrastructures publiques données sans contrepartie. Pourquoi un tel cadeau au privé ? À l'Assemblée nationale, une députée du Tarn demande depuis près d'1 an à consulter le contrat de concession passé entre l'État et Atosca. Refuser encore de rendre publique l'intégralité du contrat de concession. Qui va payer? Où est l'intérêt général? 17 € aller-retour, ce sera l'autoroute des riches, du lobby Pierre Fabre, dont votre député tarnais est le VRP depuis 2017. Il se fait maintenant le VRP du groupe NGE Atosca, gagnant de l'opération en récupérant 75 millions d'euros d'équipements publics déjà payés par les Français. Je vous redemande, après l'avoir déjà fait par courrier et questions écrites au gouvernement, restez sans réponse, d'avoir l'intégralité du contrat passé avec le concessionnaire NGE Atosca concernant l'autoroute A69 Toulouse-Castres, passé pour une durée de 50 ans, juste 50 ans, un demi-siècle. Le 24 mai 2023, la députée obtient de Clément Beaune le fameux contrat de concession. On s'est penché sur les annexes. Et là, à ma grande stupéfaction, on a vu que les zones qui étaient grisées, voilà, toutes ces zones-là, par exemple, concernent les plans de financement, le calendrier prévisionnel, les tarifs au kilomètre de référence, la maintenance après la livraison, voilà, plein de choses comme ça, le renouvellement des équipements après la livraison et la politique tarifaire, voilà, il y a tout qui est grisé entièrement. J'ai demandé à la salariée du ministère pourquoi je ne peux pas tout avoir. On m'a dit secret des affaires. Il y a des études qui prouvent qu'un autoroute, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il y ait environ plus de 10 000 voitures jour. Et là, dans les études, on voit qu'il y a entre 6 et 7 000 voitures jour qui vont passer. Quand les autoroutes sont déficitaires, c'est l'argent public du contribuable qui paye le manque à gagner. Est-ce que c'est un cadeau fait aux concessionnaires privés Atosca? Voilà, tout est possible. On peut se poser toutes les questions tant qu'on n'a pas de réponse claire du gouvernement. Après avoir imposé le secret des affaires en France en 2018, les macronistes ont-ils fait des cadeaux au groupe Atosca NGE pour lui permettre de rentabiliser un projet déficitaire? L'opacité entretenue par l'exécutif cache-t-elle un détournement de fonds publics? Dans le Tarn, on ignore les réponses à ces questions. Dans 3 jours, au 1er septembre, la fin de la période de nidification permettra la reprise des travaux.
Dans le plus grand secret, Thomas Braille et ses écureuils préparent une nouvelle bataille décisive à Vendine. Tu checkes la météo là? Ouais, c'est la météo là. C'est la météo à 3h du matin. Ok. On a le vent dans ce sens-là. L'indicateur rouge là, c'est le sens du vent. D'accord. Bon, on va un peu se peler, donc il faudrait se couvrir quand même. Moi, je préfère toujours travailler un petit peu avec Evelyne Delia avant d'aller sur une action. Au moins, on est sûr que on a la météo qui est parfaite, quoi. Non, mais bon, ça va le faire, c'est cool, quoi. Ouais, c'est bien. On va faire un point là sur le matos. Ils ont envoyé, t'as envoyé la liste à tous les grimpeurs là du coup. Ouais, ça c'est la liste que j'ai envoyée à tous les grimpeurs. On a une partie obligatoire par personne là, c'est tout ce qui concerne la sécurité, les baudriers et ainsi de suite. Ouais. Donc on a mis les longes, les descendeurs, tout ce qui concerne vraiment la progression et l'assurage perso. Et en plus on a rajouté la petite partie sur les chaussures rigides et tout ça pour pas abîmer les arbres. Ouais, carrément. Ouais. Matériel obligatoire aussi, une trousse de secours perso. Hein. Les gars, il faut qu'ils prennent des pansements, des bandes. Obligatoire. Voilà, de quoi se désinfecter et tout ça, on pourra pas descendre. Évidemment, les trousses, tout ce qui concerne l'hygiène. Hein. Ok. Voilà, sa poubelle, mots croisés, la lecture. Là, on est à peu près à 12 heures de grimper dans les arbres. Disons que voilà, c'est en train de se mettre en place. Bon, on va pas dire qu'il n'y a pas de pression. Il y a forcément une pression qui s'installe. On ne sait pas où on va en fait. On ne sait pas comment ça va se dérouler. On sait pas. Enfin, si, on a le déroulé, mais il peut toujours y avoir un imprévu. Il peut toujours y avoir, j'en sais rien, moi, une voiture de gendarmerie qui arrive. Hein. Donc tout ça, ça fait partie des imprévus, mais je pense que c'est aussi une forme d'adrénaline qui nous déplaît pas, quoi. Putain, il y a 50 gendarmes au camping, quoi. C'est quoi ces conneries, là? Voilà, ça pue, là. Oh là 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 là. Bon. Oh putain, Vendine, gendarme partout, quoi. Super. Bon, ben voilà, c'est... Voilà. Ouais, il faut calculer différemment. Ça remet en cause l'action ou... Ben, du coup, je me demande si mon téléphone, il est pas vérolé, du coup. Puisque j'ai passé 24 heures en garde à vue, donc je me demande si la fuite, elle vient pas de mon téléphone. Si c'est le cas, même là, je peux pas te répondre. Puisque ça voudrait dire qu'on entend ce que je raconte. Ouais. Merde. Il y a des choses plus graves. Saloperie de téléphone. Pas qu'ils nous les pètent, ces arbres. Ils n'ont pas le droit de les péter. Il y a une action en justice qui est encore en cours. Donc en cours, on ne touche pas aux arbres, hein. Point, quoi. Faut arrêter, quoi. Sinon, quand ça sert de faire des recours juridiques, de payer des avocats et d'aller devant les juges, si c'est pour péter les arbres, enfin, ça n'a pas de sens, quoi. C'est ouf, hein. Bon, si j'arrive à mener cette action, quand même, j'espère que le gouvernement, il reconnaîtra quand même que j'ai de l'audace et que ça vaut un peu le coup de m'écouter, non? Parce que franchement, j'en ai ras-le-bol, quoi. J'en ai ras-le-bol. 2, 3, 4, 5 repas, 6, 7, 8 repas. On va pas trop manger, de toute façon. On n'aura pas très faim. Faut pas que ce soit trop lourd parce que je vais monter avec tout ça, quoi. Allez.
Il y a toujours des imprévus hein, dans la vie. Donc ça, c'en est un gros par contre. Parce que là, 50 gendarmes, ça fait beaucoup. Le truc, c'est comment arriver au pied de l'arbre. Allez, c'est pas grave. On va réfléchir. Ces foutus téléphones, aujourd'hui, on a vraiment plus de liberté, en fait, quoi. On est espionné en permanence, quoi. Truc de dingue, quoi. Il y a combien de voitures? Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, il y en a 12 sur cette image-là. Et on peut rouler, là, sur cette avenue ou non? Non, tout est bloqué. Là, pour l'instant, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont réussi à prendre la route, à passer, avec des contrôles devant, derrière, mais ils bloquent pas pour le moment. Par contre, ils ont vu tous les gars qui étaient autour en train d'installer tout ce qui était rubalise et tout, quoi. Et donc, ça veut dire que là, ils quadrillent, quoi. Ils font une zone. On va se poser à la cuisine, là. Ouais. Et hop. On va se préparer. Et on va bouger tous les deux en mode commando, quoi. Et puis on va se taper de la marche à pied dans les champs, quoi. C'est gérable. De toute façon, t'as fait l'armée, j'ai fait l'armée. C'est pas un problème. Il faut être plus rusé que le renard. Tu gardes la maison, hein? Ouh, oui, tu es gentille, ma chérie. Tu fais peur au loup? Ouh. Bisous, ma chérie. Là, on quitte la maison, on sait pas quand on y revient. T'as pensé à tout? Bah non. J'ai oublié ma brosse à dents. Je peux attraper des caries. Je m'en ferai livrer une par Deliveroo. Je laisse mon fils à la maison. Ce que j'ai peur, c'est qu'à un moment donné, ils ne comprennent pas ce qui se passe et qu'ils prennent les arbres en dégoût parce que les arbres, ils lui volent son papa, quoi. Mais le problème, c'est que si je fais ça, c'est pour lui, quoi. Il le comprendra plus tard, quoi. Mais pour l'instant, il est petit, quoi. Moi, je suis pas contre le fait qu'il y ait des choses qui se passent, qu'on aménage, qu'on rénove, qu'on fasse des trucs. Enfin, je suis pas non plus un extrémiste de dire on arrête tout d'un coup, il se passe plus rien, c'est fini, quoi. Enfin, il faut que les gens bouffent aussi, il faut que les gens travaillent, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je pense qu'on peut faire des projets plus intelligents et bien mieux réfléchis, tout en faisant travailler les gens. Mais bon, tout ça, c'est des histoires de gros sous encore, avec des gens qu'on ne sait pas où ça va, tout ça. Je fais un peu le maître de cérémonie, même si j'en ai pas envie, mais je suis obligé de driver des trucs parce que on va être en première ligne. Ce que je pense qu'on va faire, c'est que pour l'heure, on va rien changer au juge. Les platanes du juge, on va continuer l'action parce que visiblement là-bas, ça a l'air d'être safe, donc vous y allez. Si nous, on se chie sur Vandine, au moins on est sûr qu'il y a des grimpeurs au juge pour faire du buzz déjà médiatique et pour continuer à alerter sur la 69. Notre Vandine, bien entendu, au niveau médiatique, ils veulent détruire Vandine parce que ça leur fait mal au cul, pour être un peu vulgaire. Si le platane que j'ai grimpé, il tombe, il est en plein milieu de l'autoroute, ça veut dire que l'autoroute, elle passe. Cet arbre, il faut le sauver à tout prix, quoi. D'accord ? On monte au juge parce que c'est calme là-bas. Et on fait, une fois qu'on est en haut, on fait fuiter qu'il y a du monde au juge. Ils sont en train de monter. Comme ça, ils vont peut-être bouger une partie de la troupe au juge. Et ça vous laisse peut-être un peu plus de chance. On verra comment. Si on voit qu'on n'y arrive pas, qu'on soit déjà en haut. On va faire une diversion avec le juge si on voit qu'on n'y arrive pas. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, le juge, je pense que c'est pas du tout leur priorité. Vandine, ça l'est parce qu'il y a une infrastructure à mettre en place avec un pont, avec du béton. Et il faut qu'il passe là, il faut qu'il fasse un truc pour la route, pour passer dessous ou dessus, j'en sais rien. Enfin, quand on voit le dispositif qui est déployé à l'heure actuelle avec les ballons allumés et tout, je peux vous assurer que là, si on leur met une carotte,
ils vont pas être contents, quoi. Donc les deux parties blanches, c'est mon arbre au milieu, là. Donc il n'y a pas de bagnole là-bas. Donc nous, on peut y arriver en rampant là-bas. Peut-être par là. Ouais. En venant de Vendine, le long de l'alignement gauche, là où il y a ton arbre, et donc il y a toute la haie qui est pas très agréable à traverser, je pense juste. Non mais ça, c'est juste, faut l'avoir en tête. Elle est piquante, il y a de l'aubépine dedans. Ouais. Peu importe. Bon, allez, demain matin, on est dans les arbres. Allez, on va manger. Vous êtes trop nombreux à la rentrée, là. Il y a l'hélicoptère qui tourne, s'il vous plaît. Il arrive par ici, en plus, là. T'as les moyens de déployer, c'est un truc de malade. Pour l'hélico, là, le seul moyen qu'on a de contrer l'hélico, parce que s'il passe de nuit, c'est sûr, il est monté à la thermique. S'il est monté à la thermique, il nous voit à 10 bornes. D'accord? C'est 10 bornes. Quelqu'un qui allume une cigarette, on nous voit à 7 km. À 8 km de nuit, ils sont capables de lire une plaque d'immatriculation. OK? 8 km de nuit. Le seul moyen qu'on a de se protéger par rapport à ça, c'est la couverture de survie à l'envers. Ce qu'il faut, là, c'est une housse de couette. On la retourne, on colle les couvertures de survie à l'intérieur, là, on en met 2. Comme ça, on replie la housse de couette, ça évite de faire du brillant, ça évite de faire du bruit avec le papier d'aluminium. Et comme ça, si l'hélico il arrive, nous on s'emballe dans la housse de couette, on se cache dans le fossé et on laisse aucune empreinte, quoi. Nous, on va crever de chaud, ça va être l'enfer, mais au moins, pendant 25 minutes, on ne bouge pas et ils nous verront pas. La housse de couette est merveilleuse. Ah, mais celle-là, elle est très belle. Franchement, elle est Alors celle-là, merveilleuse. si c'est pas du camouflage, ça... Mais c'est impeccable. Il faut du gaffeur. Tendez-le bien et je vais poser le gaffeur. Vas-y. Fais gaffe, t'as un pli là, ouais. Ouais, voilà, super. Hop, j'ai pas verrouillé. Attends, bouge pas. Tiens bien. Allez, vas-y. C'est bon? Allez, je tends. Vas-y. J'ai les deux. Voilà, j'ai l'impression d'être dans le film de Sylvester Stallone, là. On va les noircir parce qu'il n'y a plus de noir. Hop. Allez, va. C'est bon. Ah, c'est un drone, ouais. Rentrez. C'est un drone. Ça veut dire qu'ils déploient des moyens, mais qui sont... Là, j'hallucine, moi. Voilà, la dernière fois que j'ai vu des hélicos, c'était pour les manifs des Gilets jaunes, c'était pour les manifs des antifraudes, pour les retraites. Enfin, je veux dire, c'est des événements qui sont quand même importants, quoi, qui mobilisent du monde. Là, on est combien? On est 15. Vous êtes sûr que vous avez des... En fait, en arrivant à Vendine, quand tu arrives de Picastre, tu vois donc tout l'alignement de platane. Ouais. Et tu as les gros luminaires, voilà, puis là pratiquement en face. Ouais. Les gros luminaires, tu en as un sur le terre-plein, il y en a un de chaque côté de ton arbre, et il y en a un autre un peu plus loin. Oh putain. Et il y a des flics, il y a les gyros, enfin ça c'est... Pour moi c'est impossible. En descendant tout à l'heure, en arrivant ici, la bagnole à la Vendinelle. Bon, inhabituel, hein. Ça fait 15 ans que j'habite ici. J'ai vu 2 fois des bagnoles garées à cet endroit-là, en pleine journée, jamais une seule fois la nuit. Donc, complètement inhabituel. Et de l'autre côté, une bagnole garée là. Absolument jamais vu une bagnole garée là, à quelques heures de la nuit ou du jour. Jamais. Je pense qu'ils savent qu'on est là et il y a des bagnoles partout autour. Le drone, il n'est pas passé là pour rien. Non, mais c'est clair. Le problème, c'est qu'on s'est allumé, puis on a tous couru, ils ont dû voir des gens qui s'agitaient, et on dit c'est là, quoi. La forêt a été coupée. Ça va, Tanus ou... Oui, c'est vrai, je réfléchis à l'option où est-ce qu'on pourrait sortir d'ici à pied, c'est faisable. Il faut marcher. On sort d'ici, tout le monde prend des bagnoles, fait signe au machin, éclaire les types, on fait diversion. Il y a des bagnoles qui partent vers Vendine, il y a des bagnoles qui partent vers l'Odicosa, et nous on part par derrière. Et je vous dépose dans la cambrousse, et il faut marcher pendant 20 minutes. C'est ça bête. Et vous équipez le juge pendant que je fais diversion là-bas. C'est ça. Ça vous va? Ouais. Mon arbre, il est au milieu, là. Vous voyez, celui qui est tout seul, là? C'est les gendarmes. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Vous allez bien? Très bien. Ça va et vous? La forme? Pas trop. Ah. Eh ouais. Mettez pas le lien. On est un petit peu déçus de voir ce dispositif pour aller péter tous les arbres, quoi. C'est vraiment pas qu'il explose.
je peux rien faire, quoi. Je pas la solution, quoi. Si je volais, j'irais directement dans le houppier, mais je sais pas voler, quoi. Là, il n'y a pas... Enfin, ils sont dans les fossés, ils sont dans les talus. Ils sont partout, il y a des chiens, quoi. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il y avait un sniper. J'hallucine, quoi. En fait, j'hallucine, quoi. C'est dingue, quoi, tu vois. Putain, la folie humaine, quoi, ça me démoralise, quoi. Putain, mais je sais pas, il faut quoi, en fait, qu'on se prenne le mur, qu'on se le bouffe, je sais pas, on est déjà dedans dans le mur. Putain, il ne sonne pas, le mur, quoi. C'est pas fini, ouais. Ouais, c'est pas fini. Bon, allez. C'est pas fini. On va y aller, de toute façon, on va se faire à foutre ici, quoi. On va aller au lit, hein. On va se reposer, ça sera pas mal. Vers 4 heures du matin, Thomas et Gibbon partent vers l'alignement des platanes du juge, où d'autres écureuils sont allés tenter leur chance. Problème, les gendarmes viennent de les intercepter. Ils s'appuient sur un arrêté préfectoral qui interdit l'accès aux arbres, au motif qu'ils seraient porteurs d'une maladie contagieuse. Vous n'êtes pas sans savoir, sans connaître la législation sur les arbres, j'imagine. Oui. Alors vous êtes sur une allée de platane qui est malade, qui est porteuse du champignon, le chancre coloré. Alors je suis désolé, je suis diagnostiqueur d'arbres et expert d'arbres. Ces arbres n'ont pas le chancre coloré. C'est sorti sur arrêté alors préfectoral. celui-là oui, mais les autres non. À partir. Celui-là non. Il n'y a que celui-là qui est touché en fait, parce que vous voyez, il n'y a pas de feuilles. Voilà. Donc les autres, ils sont en pleine forme. En fait. Vous n'avez pas de légitimité pour moi, monsieur Braille. Voilà. Ah non, mais moi je vous donne juste mon point de vue d'expert d'arbres depuis 30 ans. Vous étiez sur la partie privée de toute façon. On est passé certains ici le long. Oui, vous n'étiez pas chez la Tosca, c'est bien ce que je dis. Cette autoroute, on n'a pas fini d'en parler, je pense. Hein. Oh, je suis déçu, on n'a rien pu faire. Le concret, quoi. C'est 2 heures dans les ronces, là, à poster. Et on s'est dit qu'on allait tenter le coup quand même, un peu de front, un peu au culot, et ils sont trop nombreux. Yo, ça va? Ça va. C'est un échec. Bravo. Non, c'est pas un échec. On a fait du bruit, déjà, ça fera du buzz demain au moins. Ça remettra un coup de projecteur sur cette autoroute de merde, là. Allez, ça va. De retour à Vendine, on a dormi 2 heures cette nuit, on est super crevés, quoi. On a veillé toute la nuit pour savoir un petit peu ce qu'il allait se passer entre le fait qu'on soit venu à Vendine ici hier, c'était tout éclairé, on se serait dit à Versailles. On est allé au juge là-bas, 4 copains se sont fait attraper. On est au bout là, regardez tous les véhicules qu'il y a. C'est quelque chose d'impressionnant, j'ai jamais vu ça. Il y a pratiquement un véhicule au pied de chaque arbre. Ce sont les arbres les mieux gardés de France aujourd'hui, quoi. Putain, mais c'est un délire, quoi. C'est nos impôts, quoi. C'est tout ce qu'on achète, c'est tout ce qu'on bosse, machin. Tout ça pour payer, mais sans déconner. Il y a eu des hélicos qui tournent toute la nuit, quoi. 120 flics pour défendre des arbres, enfin pour défendre un Tosca, pour défendre une entreprise privée, quoi. L'enjeu, il est clair pour nous. Enfin, pour moi, au fond de moi, ce que je constate là, c'est qu'on veut protéger de l'argent. À quel prix? Ce prix-là, pour moi, il est beaucoup trop cher. Ces êtres vivants de plus de 100 ans, c'est indigne pour nos aïeux, comme l'a dit Thomas, indigne pour nos enfants, irrespectueux envers ces êtres vivants. Après avoir empêché habitants, opposants et journalistes d'approcher les platanes sans raison légale durant 48 heures, les gendarmes prennent maintenant prétexte d'une battue administrative qui aurait été décidée par la préfecture pour chasser un animal sauvage. Bonjour. Voilà, je disais à monsieur, oui. Moi je suis habitant de Vendine et je voulais savoir si le chef du dispositif, le responsable du dispositif, a le papier de la préfecture disant qu'il y a une battue. C'est la préfecture qui a le papier. Et vous ne l'avez pas? Non. Cette battue doit durer combien de temps? Je peux pas, je sais pas. 2 jours, 3 jours, 1 heure? Indéterminé. C'est pas. Vous n'avez pas ces infos. Excusez-moi, c'est quel animal qui est en question là pour cette battue? Je vais vous faire les mêmes réponses que d'habitude. C'est-à-dire? Demandez à la préfecture. Vous voulez pas qu'on grimpe tous ensemble là?
On se met tous dans les arbres. Et on construit un monde un peu plus sain, un peu plus agréable, un peu plus vivant, un peu plus heureux. Franchement, on mérite tout ça, quoi. Tous, je vois, vous avez l'air tous gentils. On pourrait tellement. Franchement, ce serait génial. On fait ça, on va chercher les portaledge. Vous grimpez avec nous. On vous fait dormir dans les arbres avec nous ce soir, à la belle étoile. Ce serait génial. Ouais, ce serait bien. Ce sourire en dit long quand même. Allez, bon courage. La question, c'est de se dire qui paye ça. C'est le contribuable qui paye ça. Ouais, voilà. C'est nous qui payons ça. Tu es au courant de Et là pendant qu'ils sont là, ils ne sont pas à chercher des problèmes de drogue. Nous, de notre côté, pour Attaque, on a envoyé, tu as bien vu le recours, on a envoyé le courrier à Bonn, on a envoyé le courrier à Borne, à Macron, à la déléguée des droits. Dans le processus décisionnel, ils n'ont pas respecté la charte de l'environnement, ils n'ont pas respecté l'évaluation des risques sanitaires. L'autoroute va être trop chère. Qu'est-ce qu'ils vont faire les camions? Ils vont pas payer 40 € pour gagner 10 minutes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont traverser les petits villages, etc. Qualité de vie, dégradation du cadre de vie, problème de pollution atmosphérique, bruit et tout ça. Moi, je te dis, j'ai l'entreprise plus loin, ils me passent dessus. Ah ouais? Et ils ont culot, alors ils prennent juste l'argent pour l'autoroute. Ils sont à 30 mètres de ma maison, mais ils coupent l'entreprise en deux. Donc tu es obligé de monter au village, de redescendre devant les ateliers de rail, que pour l'autoroute. Pour aller de l'autre côté de chez toi? De ton entreprise? Pour aller chez moi dans mon entreprise. Et combien tu vas perdre de temps pour faire 2 ça? 2 kilomètres en plus. Oh là là, mais alors que tu traversais, tu étais comme ça? Je me suis mis au bord de la nationale parce que c'était pratique. C'est débile, quoi. C'est débile. C'est un projet de débile. En fait, c'est un projet fait à l'économie. NGE l'a pris au rabais. Ils ne seront pas rentables, donc ils vont demander de l'argent à l'État. Hein. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Mais quand même, pour essayer de gagner un peu d'argent, parce qu'on leur file toutes les subventions d'État, plus ce que les communes payent, ils font au minimum, ils ont tout droit. Eh oui. L'autoroute va tellement tout droit qu'à proximité de ce château, elle va frôler un bâtiment classé monument historique. Nous sommes arrivés au château de Scopon. Je suis en colère parce que le concessionnaire de cette autoroute ne respecte pas la loi qui impose de se tenir à 500 mètres d'un monument classé monument historique en totalité. C'est tout juste insupportable et incompréhensible. Voilà. Là, on est à combien de mètres? Nous sommes à 180 mètres. Donc on est loin des 500 mètres hein, quand même. Hein. Donc c'est tout juste insupportable. Sans compter qu'ici c'est toute une zone humide. Il y a un chêne qui a 600 ans. Il y a des platanes qui ont 3-4 siècles ici, qui sont juste à nos pieds. Et si on n'a plus d'eau, eh ben, il n'y a plus de vie. Tout ça, ça va mourir. Nous avons des chevreuils dans le parc, des oiseaux, etc. Nous sommes dans un secteur classé, secteur d'intérêt fort sur le plan écologique, sans compter la pollution, puisqu'il y aura 6 voies au lieu de 2. Nous sommes dans une cuvette, donc la pollution va stagner. Il n'y a rien d'écologique ici. Hein. J'ai envoyé 50 lettres recommandées. Personne ne m'a répondu. Le seul qui m'a répondu, c'est le maire de Lavore. J'ai écrit au ministre de la Culture, j'ai écrit à la DRAC, j'ai écrit aux 2 préfets, j'ai écrit partout. Et pas une réponse. Parce que ça, excusez-moi, mais je trouve que c'est digne d'une république bananière, quoi. Hein. On ne respecte pas les lois, on ne respecte rien. On est donneur de leçons à toute la planète entière. Maire de Vendines durant 38 ans, Gilbert Hébrard fait partie des 230 élus locaux opposés à la 69. Ça va? Mais ça va, oui, bonjour. Ouais, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais oui, c'est difficile. C'est pas évident, hein? Ouais. Une battue, tu savais qu'on tirait aujourd'hui? Oui, là, je sais pas, je vois là, qu'il y avait la chasse aujourd'hui? Oui, ça, c'est se foutre la gueule des gens, quand même. Ah, est-ce que tu peux voir la preuve de la légalité de... Il n'y a rien. Il n'y a pas un arrêté préfectoral en mairie. Il n'y a pas un arrêté. Je viens du département, je suis conseiller départemental. D'accord, oui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien. Voilà. Donc là, en fait... C'est Poutine, ici c'est Poutine, il est arrivé, il a dit je fais ça et taisez-vous. Ouais. Je suis au bureau de la chasse, donc s'il y avait une... Ah ben alors venez. Mais viens avec les chasseurs, là, venez chasser, prenez là. les fusils, venez, vous avez le droit. Non, nous, on n'est pas armés, on n'a pas le droit de venir. On va laisser les fusils dedans, ça deviendrait dangereux. Je sais ce que c'est une battue administrative. Hein. C'est si on a battu avec des sangliers, des cerfs, des bestioles qu'il faut prélever parce qu'il y en a trop. Et là, c'est se moquer des gens. Quoi. Ils prennent les gens pour des idiots. D'abord, il faut le signaler avec des panneaux, etc. etc. Là, il n'y a rien. Je pense que c'est catastrophique d'être dans un pays comme le nôtre et de voir les choses qui se passent. Voilà. On ne nous a jamais écoutés sur ce projet. On a fait des contre-propositions. Tout a été jeté à la poubelle.
en nous disant circuler, il n'y a rien à voir, voilà. Donc c'est les gros qui écrasent les petits, et bien continuons. Et on avait une route qu'il fallait certes améliorer, je le dis depuis toujours, mais il y avait autre chose à faire que de faire ce qu'on fait au milieu d'une plaine les plus fertiles de Haute-Garonne. Bon, écoutez, j'appelle la ministre que je connais. Allez. Bon courage. Allez, merci. Pour ce que vous faites. Oh non, merci. Ciao. Des faits à Vandine, les écureuils cherchent d'autres alignements d'arbres à investir pour empêcher la reprise des travaux. C'est un endroit stratégique parce qu'il y a des arbres qui devraient être abattus. Et là, visiblement, il y a des écureuils qui ont réussi à rentrer. Ce soir, à minuit 1, les travaux pourront légalement reprendre. Alors pour Tanus et ses copains, chaque platane investie est une petite victoire. Champion du monde! Super install! On est là, et pour l'instant, on ne bougera pas. Parce que tant qu'il y a des arbres, il y aura des écureuils. On a préparé une équipe, tous les deux, et on a décidé de venir ici parce qu'on a fait du repérage pendant plusieurs heures. Et on s'est aperçu effectivement ici qu'en fait, il n'y avait pas une surveillance aussi accrue que là-bas. Alors putain, mais c'est pas possible. Eh, vous êtes des fous, les mecs, là. Passez là, passez là. Je vous aime. Je vous aime. Poto, on a récupéré tes sacs. Non, mais franchement. Allez, montez vite, il y a des gendarmes qui arrivent. Monte. Gibon Monte J'arrive derrière. Quelqu'un peut les éclairer? Quelqu'un a des frontales à leur prêter? Oh les mecs, putain, ils me font rêver là. Ça me rappelle quand j'étais jeune. On a tout notre matos! Eh bien écoute, là on les a bien niqués. Le dispositif un peu limite, hein, un peu grossier on dirait. Et donc là c'est stratégique parce que vraiment c'est une voie d'accès à l'échangeur de Soile ici. Il n'y en a pas 50 des échangeurs sur cette autoroute. Ils vont être dégoûtés parce que ces platanes-là, ils ne sont pas tombés l'année dernière parce qu'il y avait des colonies de choucas dedans. Et C'est des niches écologiques. ce sont des niches écologiques, exactement. Et voilà, il y a 2 choucas. Et du coup, apparemment, les forces de l'ordre, elles ont été un peu surprises. Ici, dans la région de Toulouse, on appelle ça un cadrage débordement. À Vandine, par contre, c'est l'alerte. Le camion qui transporte l'abatteuse vient d'arriver dans l'allée des Platanes. Putain, l'enfoiré, quoi. Le moratoire sur les travaux s'achève dans une demi-heure, à minuit. Mais j'y crois pas, sérieux. Descendez pas cette putain de machine, s'il vous plaît, les gars. Des petits comme nous, on va subir nous tous là. On est dans le même camp en vrai. Quand il fera plus chaud, qu'on n'aura plus rien à bouffer, qu'il n'y aura plus d'eau, on fera quoi? Vous défendrez quoi? On fera quoi? On se battra pour de l'eau entre petits? Vous vous êtes foutus de notre gueule depuis 72 heures à prétexter une zone de chasse. Et maintenant il y a une abatteuse sur la zone de chasse. On se moque de vous avec des arrêtés franchement bidons. Ah, ils ont le chancre derrière les platanes. Hein. Réveillez-vous. Ouvrez les yeux, bordel. Ne dors pas, complice. Pas avec votre passif. Là, si la machine descend, là, il y a une trentaine d'arbres qui vont tomber, là. 30 arbres qui ont mis 120 ans à pousser, quoi. Tu vois, ils ont vu les guerres, hein. Ils ont vu les 2 guerres, quoi. Ils ont vu nos grands-parents passer dessous. Ne pétez pas ces arbres, s'il vous plaît, quoi. Ne les pétez pas, les gars, quoi. On en a besoin, putain, de ces arbres. Ne les pétez pas, s'il vous plaît, quoi. Je suis toujours en train de communiquer avec vous, mais ne pétez pas ces arbres, les gars. Putain, faites une bascule dans votre tête. Faites une bascule, putain, maintenant, quoi, s'il vous plaît, quoi. Putain. Vous n'avez pas le droit de m'éblouir comme ça. Laissez-nous informer les gens sur ce qui se passe objectivement. Nous n'avons absolument rien contre vous. C'est un fait, cette abatteuse est là, il faut la filmer, c'est tout. Putain, ne faites pas descendre, quoi. Pas descendre, putain, dis-lui, quoi. J'ai même pas réussi à les sauver, quoi. Je suis nul, putain.
Putain. On viendra vous chercher, hein. On viendra vous chercher, on vous aura. Et un mot au-dessus de vous. À 50 degrés, il n'y a plus rien qui pousse. On ne pourra plus bouffer. Ça alimente le sureffet de serre. Putain, ne faites pas descendre la machine, les gars. S'il vous plaît. Ne faites pas descendre la machine, s'il te plaît, quoi. S'il te plaît. Stop! Ok, s'il vous plaît, stop! Je sais pas quel est le chef le plus haut gradé ici. À partir du moment où la tête abatteuse touche un arbre, j'entre en grève de la faim. Je le dis haut et fort. Tout le monde est responsable ici de ce qui va se passer. Si vous continuez à couper les arbres, même si vous pensez qu'en ayant fini d'abattre tous les arbres, je vais sortir de la grève de la faim, je la continuerai pour les terres agricoles. Ça prend effet à partir du moment où la machine touche un seul arbre. J'espère que le message est reçu fort et clair. Et au débat, quoi. Tout à l'heure, une victoire, et maintenant, la douche froide, quoi. Putain d'enculé. Putain. Putain, regardez les gars, regardez bien. En ne respectant pas le périmètre de sécurité, Atoska expose des gendarmes à des risques. Regardez même pas derrière vous. Il n'a pas le droit de travailler. On va vous demander de reculer, monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes sur une zone de sécurité d'abattage. Doucement. Allez, on y va doucement. Zone d'abattage, vous voulez nous apprendre notre métier, on vous apprend pas le vôtre. C'est pas possible. C'est pas possible! C'est pas possible qu'on vous respecte! Et là, il avance. Ça rend fou, quoi. Mais les recours, on va les gagner, comme dans tant de projets comme ça. Mais ils jouent là-dessus, ils vont très vite, là, ils coupent à minuit pour aller vite. Parce que les recours, ils passent, mais tout est par terre. Tout est par terre quand la justice parle. C'est la police aujourd'hui qui donne le tempo. C'est eux qui sont le bras armé de ces multinationales, de ces Vinci, de ces NGE. C'est le bras armé de ces groupes privés. Et le préfet, regardez aujourd'hui, il nous dit que c'est une battue de chasse depuis 72 heures. Ils se foutent des lois. Ils sont au-dessus des lois. C'est nous qui devons vérifier qu'ils font pas de conneries. Ils se foutent de nous. Voilà. Il n'y a rien à dire. Honnêtement, les policiers ici, on les respecte tous. On les respectait tous, c'est ce que je leur disais tout à l'heure. Mais comment vous voulez derrière qu'il n'y ait pas de haine quand on voit leur travail, quand on voit ce qu'ils font, ce qu'ils acceptent? Parce que ça, ils n'ont pas à l'accepter. Ils coupent juste au-dessus de leur tête. Ils n'ont pas accepté ça. Ça, ils doivent s'en aller. Et ils le savent. Il y en a beaucoup qui nous regardent et qui s'écartent. Ils le savent. Mais ils restent là, bien plantés. Parce qu'il y a toute la hiérarchie derrière. Tout est verrouillé. Tout le monde se tient par la main. Là, tout le monde se tient. Et on n'y arrivera pas.
On n'y arrivera pas en n'étant pas plus radicaux, en n'allant pas sous les machines, se suspendre aux machines. Il y a un moment, et heureusement qu'il y a tous ces jeunes qui n'en peuvent plus, qui n'ont plus d'espoir dans l'avenir et qui vont se suspendre aux machines au risque de leur vie. Et là, ils arrêtent parce que le préfet, il sait qu'il va prendre sur la gueule s'il y a un gamin qui se tue, là, comme à Sivens. Sivens, c'est à côté. Sivens, c'est à côté. Ils ont fait cette erreur à 40 km d'ici. Et ils refont la même chose. Ça va partir en vrille ici. On leur dit, ça va partir en vrille. Putain, me percutez, merde! Posez les armes! Désobéissance! C'est votre avenir! C'est le bien commun, là! Vos Viens. C'est un mouvement qui va s'étendre, je te jure que ça va s'étendre. On va leur foutre la nique, c'est con quoi. Mais carrément quoi. Ils n'auront pas tous, hein. Je suis fatigué putain. Regardez bien, messieurs. Regardez tous. Regardez-le dernier, regardez-le bien. Les doubles sur le macadam. Maintenant, vous pouvez rentrer. Vous avez fini votre boulot. Merci, Madame Delga. « 110 ans par terre. Un arbre de 110 ans. Voilà. Il n'y a plus rien, quoi. Tu as compté, là, c'est ça? Il n'y a plus rien, quoi. C'est une catastrophe, quoi. Voilà, ça passe ou ça casse. Là, on est à 1 kilomètre. Ok. C'est bon, c'est sauvé. Regarde cet arbre comme il est beau, quoi. Ça, c'est sauvé, quoi. Le but, c'est d'annoncer qu'on a, entre guillemets, vengé le nombre des arbres abattus à Vendine. Parfois, il faut savoir prendre de la hauteur. Près de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû me quitter des yeux. Quelques jours après cette nuit tragique, Emmanuel Macron fait une nouvelle promesse sur Internet. Je veux qu'on ait, dès la 6e de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres. Et qu'on ait cette génération où chaque collégien aura planté son arbre. On n'arrivera pas, je pense, à le faire pour l'intégralité des 6e, mais si on a chaque génération qui plante son arbre, ils vont nous aider à aller à notre milliard de reboisement. C'est hyper important pour la Sainte-Catherine. Mais pendant qu'Emmanuel Macron communique, les bulldozers d'Atosca travaillent nuit et jour. Objectif, rendre l'A69 irréversible. J'arrive. Oui, ça y est, je suis prêt, je veux dire. J'arrive, ça marche. Ouais. Putain, j'ai plus d'énergie, quoi. Oh, putain, sa mère. Oh, putain. Oh. Voilà, 14e jour de grève de la faim. On a bouclé la boucle puisqu'on est revenu, comme en 2019, sur le platane, où j'ai passé 28 jours en grève devant le ministère de la Transition écologique. Et Monsieur Bonne, une fois de plus, on a besoin de vous voir pour mettre en place cette réunion de travail avec Madame Delga. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, on est devant le ministère de la Transition écologique à Paris. Au 19e jour de grève de la faim, le ministre des Transports, Clément Beaune, rencontre Thomas. Puis il va évoquer son cas dans les médias. Je dis pas qu'on fait toujours les bons choix, et j'ai même des cas de conscience. Ça en est un ?
la 69 ? Mais oui, c'en est un comme d'autres, parce que dans le sens, non pas où j'ai des états d'âme, mais où je me pose des questions. Je pense que quelqu'un comme Thomas Braille, même si je ne suis pas d'accord avec lui et que je pense qu'en politique, on ne peut pas répondre uniquement à ces actions-là, parce que sinon c'est très très compliqué de prendre des décisions, eh bien je pense qu'il détient en effet une part de vérité. On a été stupéfait que le ministre puisse avoir même imaginé un moment un moratoire sur un projet qui n'est d'ailleurs plus un projet, qui est un chantier. Il imagine quoi qu'on peut d'un coup dire à une entreprise, ah ben non, vous aviez un chantier là pendant 2 ans, vous arrêtez tout, on ne fait plus. Et elle vit de quoi l'entreprise? Elle fait quoi en entendant? Comment elle gère ses salariés? Enfin, c'est invraisemblable de légèreté par rapport à la réalité de quelque chose qui est aujourd'hui à l'état de chantier. À la CCI du Tarn, même colère. Alors aujourd'hui, qu'on ait des personnalités, je dirais même des délinquants perchés dans des arbres, appelons les choses comme elles sont, qui s'autorisent parce qu'on leur donne aujourd'hui une fenêtre médiatique importante à venir remettre en cause un projet qui fait l'unanimité, c'est inacceptable. On a aujourd'hui effectivement eu... c'est la raison pour laquelle on se trouve ici. Je pense qu'il faut qu'on se dise les choses entre nous. Des alertes sur le fait qu'il pourrait y avoir des questions autour de la suspension des travaux ou un moratoire sur les travaux. J'ai reçu du côté de l'Élysée et de la Première ministre l'assurance qu'il n'y aurait aucun moratoire et aucune suspension des travaux de l'autoroute A69. À la fin de notre enquête, pour comprendre pourquoi Emmanuel Macron soutient à ce point la 69, nous nous sommes intéressés aux actionnaires d'Atoscar. Créé en 2021, le consortium est détenu par 4 investisseurs. Quaero Capital, un fonds suisse, NGE Concessions, un groupe de BTP majoritairement détenu par le fonds suisse Montefiore Investment, TIIC, le fonds d'Edmond de Rothschild, et Ascendi, une société d'autoroute détenue à 100% par le fonds Ardian, qui détient en plus 50% de la partie exploitation d'Atoscar. Bien sûr, tous se prétendent irréprochables en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Mais ce que nous avons découvert, c'est que 2 des actionnaires de l'A69 étaient très proches de la Macronie, notamment le fonds Edmond de Rothschild. Issu de la même famille que David de Rothschild, dont la banque d'affaires avait fait la fortune d'Emmanuel Macron en lui permettant de gagner plus de 3 millions d'euros entre 2008 et 2012, Edmond de Rothschild a créé son propre fonds européen spécialisé dans le transport. Quant à Ardian, qui est le plus gros fonds d'investissement français avec plus de 150 milliards d'euros d'actifs, il est encore plus lié à Emmanuel Macron. Sa présidente, Dominique Sénéquier, classée 50e femme la plus influente du monde selon Forbes, prétend bien évidemment défendre la planète. Our world faces many challenges. Growing inequalities, the environment and climate change. We fully understand that our purpose goes beyond creating financial value to making a positive contribution to society as a whole. Mais la patronne d'Ardian a surtout un accès direct à Emmanuel Macron. En novembre 2020, lors du sommet annuel One Planet Fonds Souverain, elle était reçue en grande pompe à l'Élysée. En janvier 2023, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, inaugurait les bureaux Ardian à Abu Dhabi. À gauche de la photo, François Aïssa Toisy. En février 2017, il avait contribué à organiser un voyage de levée de fonds d'Emmanuel Macron en Algérie. Un troisième dirigeant d'Ardian, Emmanuel Miquel, est encore plus proche du président. En 2017, il était chargé de lever des fonds pour sa campagne présidentielle. Une fois Macron à l'Élysée, il devient son conseiller. Donc je ne suis pas le Emmanuel M que vous souhaiteriez avoir parmi vous ce soir, et vous m'en voyez désolé. Mais étant moi-même en charge de l'attractivité à l'Élysée, je suis présent ce soir pour vous lire un mot personnel que le président souhaite adresser aux États de la France. En 2019, il repart pantoufler chez Ardian comme managing director. Et en 2022, il aide à nouveau le président pour sa réélection. Mais la figure du groupe Ardian, qui a joué le rôle le plus déterminant dans le financement de la carrière politique d'Emmanuel Macron, c'est Pierre Donnersberg. On le voit ici, décoré du grade d'officier de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron à Bercy. Décryptage du journaliste Marc Andevelde. Ce que j'ai découvert, c'est que
les prêts de la campagne d'Emmanuel Macron, les 11 millions d'euros de prêts de campagne d'Emmanuel Macron, 8 millions avant le premier tour, 3 millions environ entre les deux tours, ces prêts-là qui ont été débloqués par 2 banques françaises, ils ont été débloqués par un courtier en assurance qui s'appelle Pierre Donasberg, qui est un courtier tout à fait important et respectable de la place de Paris, parce que Emmanuel Macron avait des problèmes d'assurance personnelle. Il devait s'assurer personnellement en son nom propre pour bénéficier de ces prêts. En clair, c'est Pierre Donasberg, figure du groupe Ardian, qui a permis à Emmanuel Macron de décrocher les 11 millions d'euros de prêts qui ont financé sa conquête de l'Élysée. Est-ce pour envoyer l'ascenseur à ses amis d'Ardian que le président a fait croire que l'A69 s'imposait pour une raison impérative d'intérêt public majeur et qu'il met depuis des années ses gendarmes, ses préfets et son gouvernement au service de leur très contesté A69 ? On peut se poser la même question en Guyane. À la rentrée 2023, le chantier de la centrale électrique photovoltaïque du Fonds Méridiam a repris sous la protection d'une centaine de gendarmes. Attention, Camé! La forêt amazonienne est devenue un champ de bombes lacrymogènes. J'ai vu des armes de poing létales braquées sur des jeunes. J'ai vu des tirs de LBD, pas en l'air, à l'horizontale. J'ai vu des propos discriminatoires des gendarmes vis-à-vis de ces jeunes Kalinia. Quand tous les jours, des jeunes sont sur le terrain à vouloir défendre leur terre. Ils sont à la recherche d'une justice, ils sont à la recherche de leur futur plus tard. Et ce morceau de forêt fait partie de leur futur. Ce projet qui dévaste la forêt guyanaise est financé à 60% par un certain Thierry Déaut. Aujourd'hui, chaque action d'investissement doit prendre en compte finalement le changement climatique. Son fonds d'investissement est spécialisé dans les énergies renouvelables. The people and the planet. Mais Thierry Déaut est surtout très proche de l'exécutif. En 2022, il a recruté 2 hauts fonctionnaires, passés respectivement par l'Élysée et le ministère de la Transition écologique. Et en coulisses, le patron de Méridiam entretient des rapports encore plus étroits avec le président de la République. Pour sa campagne 2017, Thierry Déaut avait organisé des dîners de levée de fonds à Londres. Interrogé récemment à l'Assemblée nationale concernant la campagne 2022, il reconnaissait avoir soutenu Emmanuel Macron encore plus personnellement. Dans quelle mesure avez-vous soutenu la campagne d'Emmanuel Macron ? Comme tout le monde, mais pas plus que ça. Soyez précis dans votre réponse, s'il vous plaît, M. Déaut. Dans quelle Je ne mesure? crois pas que M. Macron ait 100% aux élections, donc non pas comme tout le monde. Vous pouvez être précis ? Non, c'est-à-dire que j'ai utilisé les moyens qui sont autorisés à tout citoyen de participer à une campagne électorale, c'est-à-dire qu'on peut contribuer à la campagne dans les limites requises par la loi au financement d'une campagne en toute transparence et déclaré aux impôts. Voilà. Pour tenter de comprendre si avec la centrale en Guyane et l'A69, Emmanuel Macron a renvoyé l'ascenseur à des amis politiques, voire à des financeurs de ses campagnes, nous appelons l'Élysée. Bonjour, vous êtes en communication avec le standard de la présidence de la République française. Un opérateur va vous répondre. Dans le cadre de la lutte contre les incivilités, nous vous informons que cette conversation est susceptible d'être enregistrée. Service presse, bonjour. Oui, bonjour madame, Clarisse Feltin, journaliste pour Off Investigation. Je me permets de vous appeler parce qu'on réalise une enquête sur l'A69 et on a découvert que certains de ses actionnaires ont contribué à financer la carrière politique d'Emmanuel Macron. Je voulais savoir si ce serait possible de parler à un porte-parole de l'Élysée, s'il vous plaît. Alors oui, mais il faudrait me faire un petit mail que je puisse transmettre. Oui, mais enfin, si vous voulez, on vous a déjà envoyé un mail il y a 8 jours et pour l'instant, on n'a eu aucune réponse. C'est pour ça que je me permets de vous rappeler. D'accord, très bien. Écoutez, je transfère immédiatement à la responsable.
On essaye de revenir vers vous très rapidement. En 5 mois d'investigation, la présidence de la République n'aura jamais répondu à nos questions. Jusqu'au bout, Thomas Braille et les 14 autres grévistes de la faim ignoreront que des actionnaires de l'A69 ont contribué au financement de la carrière politique d'Emmanuel Macron. Putain, ça me rappelle ma jeunesse. Ce qui les a le plus révoltés dans cette histoire, c'est que le pouvoir les confonde avec des terroristes. Nous, on est des citoyens, c'est notre boulot, on grimpe dans les arbres, il y en a qui sont cordistes, il y en a qui nettoient les façades d'immeubles, il y en a d'autres. On a un boulot, on a une famille. Et mettre les gens dans des boîtes, les ranger dans des boîtes en disant que c'est des éco-terroristes, je trouve plutôt que c'est du politico-terrorisme de faire ça, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a plus de politico-terrorisme que d'éco-terrorisme. Le mot de la fin, c'est amour, je crois, le mot de la fin, parce qu'on manque un peu d'amour entre nous tous, là. Si on arrêtait de se taper dessus, je pense que tout irait mieux, quoi. Voilà, off investigation.